Alors bonjour les troisièmes, aujourd'hui je vous fais une vidéo juste pour réviser le chapitre de géographie, thème 1, chapitre 1 donc. Le thème 1, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Donc ce qu'il faut d'abord se demander, c'est que veut dire dynamique, territoriale, contemporaine. Donc les dynamiques, ce sont des phénomènes, des transformations, des évolutions. Toute chose qui se passe sur un territoire en fait. Territoriale, donc c'est lié au territoire de la France et contemporaine, la France d'aujourd'hui, tout simplement. Donc la question qu'on s'est posée au début du chapitre, la problématique, c'est quelles sont les conséquences de l'urbanisation sur le territoire français et sur les paysages urbains. Urbanisation, vous l'avez vu en quatrième, donc c'est l'augmentation de la population dans les villes, tout simplement, et donc ce qui entraîne l'agrandissement, l'étalement des villes. Donc cette urbanisation, elle a des conséquences sur le territoire français et sur le paysage. C'est ça qu'on essaye de voir dans ce chapitre. Donc le chapitre 1, un territoire sous influence urbaine, c'est-à-dire sous l'influence des villes. Donc on avait observé cette page du manuel qui nous montrait la ville de Lyon et on avait distingué deux parties. Une première avec un centre-ville ancien de Lyon et puis au second plan la banlieue. La banlieue et même plus loin, on le verra après, c'est le périurbain. Donc c'est ce qu'on avait noté en introduction. Nous pouvons observer que la ville de Lyon se divise en deux parties. Premièrement, un centre historique. Deuxièmement, une banlieue qui s'étale vers l'horizon. Et c'est le cas dans de nombreuses villes françaises aujourd'hui. Donc on a vu que la France était un pays de plus en plus urbanisé, c'est-à-dire avec de plus en plus de villes, une population française en majorité urbaine, donc on a de plus en plus de personnes à vivre dans ces villes. On avait étudié, pour commencer en introduction, dans le grand A, deux courbes très simples, elles sont symétriques, hein. Si on fait une symétrie axiale, c'est-à-dire si on trace un axe entre les deux courbes, on se rend compte qu'elles sont identiques, enfin qu'elles sont tout à fait symétriques, opposées. Donc il fallait présenter le document avec la méthode NADIS, nature, auteur, date, intérêt, source, expliquer ce qu'on constatait sur les deux courbes et essayer de trouver un nom pour ce phénomène. Donc la réponse était que c'était un graphique qui représente l'évolution des populations urbaines et rurales en France. Hein, si on regarde donc la population urbaine, la population des villes, elle est en gris, la population rurale, elle est en vert. Et on se rend compte qu'à chaque fois que le pourcentage de personnes vivant dans les campagnes diminue, le pourcentage de personnes vivant dans les villes augmente. Ce qui signifie donc que les personnes qui partent des campagnes n'ont d'autre choix que d'aller forcément en ville, puisqu'on a que ces deux types de territoires. Donc on avait noté, on constate que la population urbaine donc des villes augmente fortement entre 1936 et 2006. Elle passe d'environ 52 à 78% en 70 ans. A l'inverse, la population rurale diminue de manière symétrique. On constate que la population rurale s'installe en ville, c'est un exode rural. Exode rural était le terme qu'on recherchait. Il faut savoir que la France compte aujourd'hui 67 millions d'habitants. En 2021, 82% des Français et Françaises vivent en ville, c'est un chiffre quand même important. Ce pourcentage ne fait qu'augmenter depuis des dizaines d'années, donc on appelle ce phénomène l'urbanisation. Hein. Je répète, l'urbanisation, donc c'est l'augmentation de la population des villes par rapport à l'ensemble de la population. On s'est ensuite amusé, j'allais dire, on s'est ensuite attaché à classer les différentes villes de France, en tout cas les métropoles, en fonction du nombre d'habitants. Et on a également regardé la densité de ces villes. Et on a ensuite placé le nom des différentes métropoles sur une carte qu'il faut connaître. Donc vous avez ici par exemple les 10 premières, les 10 plus grandes villes françaises, les 10 plus grandes métropoles. Donc vous avez Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, villes donc à connaître. Grand B, des villes qui s'étendent sur la campagne. Villes qui s'étendent sur la campagne. Donc pour ça, on avait commencé à représenter les aires urbaines.
une aire urbaine, on va voir ce que c'est. On a commencé à faire un schéma. Premièrement, au centre de l'aire urbaine, on a la ville-centre. Et ne confondez pas avec le centre-ville. La ville-centre, c'est la ville centrale, la ville importante, dans laquelle on va retrouver différents types de monuments, de bâtiments, et différents types de fonctions. C'est-à-dire que vous avez le cœur historique avec des monuments, des maisons anciennes. Vous avez des lieux de pouvoir, comme la mairie. Vous avez des lieux culturels, touristiques, comme le musée. Vous avez également des commerces, des habitations. Donc ça regroupe plusieurs fonctions, hein, résidentielles, politiques, touristiques, mais aussi des fonctions, on va dire, financières, économiques, puisqu'on a le siège souvent des grandes entreprises qui sont à la limite du centre-ville. Donc là, vous avez un quartier économique à Lyon, mais vous avez par exemple celui de la Défense à Paris. Donc la ville-centre, c'est la commune centrale, elle est souvent très peuplée. Le nombre d'habitants au kilomètre carré est élevé, c'est-à-dire que la densité de population est forte. On y trouve généralement un centre ancien, des monuments, des musées, des lieux de pouvoir, des entreprises importantes qui construisent des bureaux modernes. Donc pour représenter la ville-centre sur un schéma, il suffit de faire un rond rouge. Rouge pourquoi? Pour montrer que la densité est importante, que le nombre d'habitants au kilomètre carré est important. Donc Lyon, vous voyez, est la ville-centre et de son aire urbaine. Hein, l'aire urbaine, on va la voir en détail. Vous avez justement autour de la ville-centre toutes ces villes en bleu. Ces villes en bleu, elles font partie de ce qu'on appelle la banlieue. D'accord? Donc vous voyez, si on prend la banlieue ici de Lyon, la banlieue est, on tombe à Villeurbanne avec des bâtiments qu'on retrouve comme à Garges-les-Gonesse pour Paris, hein, des tours, des densités de population quand même bien fortes, puisqu'on imagine que le nombre d'habitants au kilomètre carré est fort, puisque on construit des bâtiments hauts, donc on a beaucoup d'habitants sur une petite surface. Toutes ces villes en bleu font partie de la banlieue de Lyon. Pourquoi? Parce qu'au moins 40% de ses habitants vont travailler à Lyon chaque jour. Voilà, 40% de chacune de ces villes en bleu, 40% pardon, des habitants de ces villes en bleu vont chaque jour travailler à Lyon. Donc elles font partie de sa banlieue. C'est là qu'on voit l'influence de Lyon sur la vie des gens de banlieue, puisque chaque jour, toutes ces personnes doivent se rendre à Lyon pour travailler. Donc la banlieue, elle correspond aux communes situées autour de la ville-centre. Elles sont souvent influencées par la ville-centre, c'est ce qu'on a vu. On y trouve principalement des logements. Vous pouvez donner un exemple que vous connaissez très bien. Soit vous utilisez l'exemple du cours Villeurbanne pour Lyon, soit l'exemple que vous connaissez très bien évidemment, c'est Garges-les-Gonesse dans la banlieue de Paris. Elle est reliée à Paris par les transports comme le RER et les bus. Beaucoup de gens qui vivent à Garges travaillent ou vont faire leurs loisirs à Paris, et donc c'est plus de 40% des gens. Donc on va représenter la banlieue de manière un petit peu aléatoire en termes de forme, puisque c'est pas forcément circulaire, d'accord. Si on regarde d'ailleurs cette petite carte de l'aire urbaine de Toulouse, donc vous avez la ville-centre Toulouse au centre, sa banlieue, et on se rend compte que les prix des logements aussi sont très élevés. À l'achat, le prix du mètre carré est donc indiqué sous la carte. Donc on est à plus de 3500 € du mètre carré dans les zones rouges et moins de 2000 €, moins de 2200 € dans les zones vertes foncées. Donc on se rend compte que plus on va vers la ville-centre, plus c'est cher. Donc on imagine que les populations sont de plus en plus aisées quand on les retrouve dans la ville-centre. En tout cas, si elles sont propriétaires. C'est ce qu'on avait noté, hein, le prix des logements. Les prix des logements sont plus élevés dans les villes-centres que dans les banlieues. La ville-centre plus la banlieue, ça forme ce qu'on appelle le pôle urbain. Tout simplement, le pôle urbain, ce sont les deux. Pour le délimiter, ce pôle urbain, il suffit de faire sur le schéma une ligne noire, voilà, qui délimite bien. On avait étudié des documents concernant la ville-centre, la banlieue et également la couronne périurbaine. D'accord? Donc, les questions étaient simples. D'après le document 1, quels sont les deux espaces de l'aire urbaine de Toulouse? Eh bien, on regardait dans l'aire urbaine. Donc, l'aire urbaine, c'est cette ligne violette, donc
Donc on regarde, à l'intérieur de l'aire urbaine, il y a deux espaces, la couronne périurbaine et le pôle urbain. Donc la réponse était bien sûr, les deux espaces de l'aire urbaine sont le pôle urbain et la couronne périurbaine. Ensuite, comment a évolué la superficie, c'est-à-dire la taille, pour faire simple, la taille du territoire de l'aire urbaine de Toulouse? Justifiez votre réponse. Alors, on voit que l'aire urbaine de Toulouse faisait 2100 km² en 1982 et qu'elle en fait 5000 en 2011. On peut donc dire qu'elle a augmenté. La superficie de l'aire urbaine de Toulouse a augmenté. Elle est passée de 2100 à 5000 km². C'est très facile. On se rend bien compte d'ailleurs sur la carte. Lequel de ces deux espaces, des deux espaces de l'aire urbaine représente une part croissante de la population? Justifiez votre réponse. Là, la question c'est dans quelle partie de l'aire urbaine on a une population de plus en plus importante. Donc là, il fallait utiliser les diagrammes qui sont là, diagrammes circulaires. Là, par exemple, on vous dit que la population de la couronne périurbaine en jaune représentait à peu près 20%. Et la population de la ville-centre représentait du pôle urbain, pardon, représentait quasiment 80% de la population. On se rend compte, au fil des années, que c'est la population dans la couronne périurbaine qui augmente. On passe de 20 à 28%, tandis que la population dans le pôle urbain diminue. On passe de 79 à 71%. Donc il y a de moins en moins de gens à habiter dans le pôle urbain en violet et de plus en plus de gens à habiter dans la partie jaune, la couronne périurbaine. Aussi parce que c'est moins cher. Et qu'on recherche un peu plus de confort, on essaie d'avoir des maisons avec un jardin plutôt qu'un appartement plus petit et sans extérieur. La couronne périurbaine, c'est quoi? Donc, péri, ça veut dire autour, urbain, ça veut dire la ville, donc c'est un espace tout simplement autour de la ville, autour de l'urbain, autour du pôle urbain. Qu'y a-t-il dans cet espace périurbain? Là, on regarde cette photographie d'un espace périurbain donc autour de Toulouse. On retrouve des habitations, des supermarchés, des entreprises, mais également encore beaucoup de végétation, que ce soit des cultures ou des forêts. C'est comme si la ville s'étalait sur la campagne. Le périurbain, c'est un espace entre l'urbain et le rural. Ensuite, on constate donc que l'arrivée de nouvelles populations entraîne l'agrandissement des villes qui s'étalent sur les campagnes. C'est la périurbanisation. Il y a de plus en plus d'habitants dans le périurbain. Ce phénomène, il transforme les espaces ruraux. Aujourd'hui, les villes occupent 41% du territoire français. Et cet agrandissement et cet étalement de la ville sur la campagne s'appelle l'étalement urbain. Donc la ville s'étale et on a de plus en plus d'habitants dans l'espace périurbain. Cet espace, cette couronne périurbaine, vous la représentez pareil de manière aléatoire, mais autour du pôle urbain. Donc vous constatez que les couleurs sont importantes. Rouge très dense, orange dense, et jaune un peu moins dense, on va dire, d'accord? Plus c'est foncé, plus c'est dense. Plus la densité est forte, plus il y a d'habitants au kilomètre carré. Vous entourez le tout d'une ligne verte qui va représenter l'aire urbaine, et vous avez votre schéma d'une aire urbaine. Seulement, un schéma, évidemment, c'est pas seulement un dessin, il faut des explications. Il vous faut déjà un titre. Donc vous mettez schéma d'une aire urbaine, par exemple. Et il vous faut une légende. Une légende, c'est l'explication de chaque couleur, de chaque symbole utilisé dans le schéma. Donc vous reprenez ces couleurs, vous essayez de faire ça proprement en faisant des cadres, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand il s'agit de lignes, vous tracez tout simplement une ligne, et vous essayez de faire ça proprement, droit et avec la règle, et que ce soit exactement bien colorié, et colorié avec exactement la même couleur, le même crayon de couleur que le schéma, évidemment. Vous avez donc ville-centre, banlieue, la limite du pôle urbain, je l'ai mis un peu bas, mais vous voyez, ça doit être en face cette ligne noire, couronne périurbaine et limite de l'aire urbaine. Une aire urbaine, c'est donc un espace constitué d'une ville-centre, entourée de sa banlieue, c'est-à-dire les deux forment le pôle urbain, et d'une couronne périurbaine. Voilà pour ce qui est des espaces qui constituent l'aire urbaine. Maintenant, on va voir les effets
de l'urbanisation. Que se passe-t-il dans ces aires urbaines? En gros, quelles sont les dynamiques? Ça reprend le titre du début. On a vu les différents espaces, maintenant on va voir les dynamiques, ce qui se passe sur ce territoire. Donc on a des villes-centres attractives. On avait pris l'exemple de Nantes. On s'est rendu compte que Nantes attirait énormément de gens, énormément de personnes, grâce à certains aménagements. On s'était rendu compte que Nantes avait donc construit des écoles, universités, des centres de recherche, des logements pour les étudiants, des transports, des commerces, des logements sociaux et des loisirs. Ça permet donc d'augmenter son attractivité. Elle est attractive, elle attire des gens, comme des touristes, des étudiants, la population des banlieues, qui peut avoir cette fois accès aux logements sociaux. Et donc ne pas forcément se retrouver en banlieue, mais vivre à l'intérieur de la ville-centre. C'est dans la zone périurbaine que la population augmente le plus. La majorité des villes situées à l'intérieur de cet espace connaissent une augmentation de 20 à 40%. On le voyait sur cette carte. C'est dans le périurbain que la population augmente le plus, encore une fois, comme à Toulouse. Donc, vous voyez, ça fonctionne dans de nombreux cas, dans de nombreuses aires urbaines, quasiment, en fait, dans toutes les aires urbaines. Nous avions vu aussi que les banlieues subissaient les effets de la ville-centre. Pourquoi subissent-elles? Eh bien, tout simplement parce qu'on a énormément de personnes qui vivent en banlieue et qui vont travailler dans la ville-centre, ce qui provoque chaque jour ce qu'on appelle des mouvements pendulaires. Alors vous lirez peut-être dans des documents migration pendulaire, mais on dit plus migration, parce que migration ça implique un changement d'habitation, mais les gens ils changent pas d'habitation chaque jour. On va plutôt choisir le mot mouvement. Mouvement pendulaire, donc c'est un mouvement, des allers-retours chaque jour de son habitation jusqu'à son lieu de travail. Donc on avait vu que 9000 Nantais travaillaient à Saint-Herblain et que 6000 Herblinois travaillaient à Nantes, donc on imaginait donc des allers-retours entre ces deux villes, ce qui créait donc des bouchons, de la pollution, de la frustration aussi pour les habitants des deux côtés. On avait également vu ce projet qui n'a jamais vu le jour, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui par conséquent provoquait aussi la destruction, s'il avait été réalisé, aurait provoqué la destruction d'espèces animales, végétales, d'espaces agricoles et influencer aussi la vie donc des populations qui vivaient de l'agriculture en dehors de la ville-centre. Donc voilà, mouvement pendulaire, c'est une définition à connaître, déplacement quotidien des populations entre le logement et le lieu de travail. Et donc on peut les ajouter sur le schéma de l'aire urbaine, mouvement pendulaire. Vous faites une double flèche donc, qui part de la ville-centre pour aller dans le périurbain, dans la banlieue, même à l'extérieur, pourquoi pas. On avait ajouté d'autres dynamiques comme l'étalement urbain, l'aire urbaine s'étale, et la périurbanisation, des petites croix que vous pouvez faire autour, où on se rend compte que la population augmente de plus en plus à l'extérieur de la ville-centre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour réviser ce chapitre. Je l'ai fait un peu rapidement. Ce sont plusieurs heures de cours résumées en 18 minutes, en 20 minutes, grand max. Donc voilà, bon courage pour les révisions.